Voilà. Eh bien, on va pouvoir débuter. Donc, bonjour et bienvenue à tous à ce cycle de sensibilisation sur la thématique nature et santé pour tous, qui est la première visio pour cette année 2026. Aujourd'hui, c'est Juliette Chériquinor qui va aborder le sujet des publics des seniors. Je la laisserai se présenter par la suite. Et pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Marielle Grégory, chargée de projet à l'association Lorine, et je coordonne notamment le réseau Synapse sur le territoire lorrain, dans le cadre duquel, voilà, on vous présente ces visioconférences. Je vais juste commencer par une petite présentation du réseau Synapse rapide, et je laisserai par la suite la parole à Juliette pour la conférence. Est-ce que vous voyez bien mon écran avant de commencer Oui, Ouais, parfait, merci. parfait. Donc, juste un petit contexte. Qu'est-ce que le réseau Synapse? Donc, c'est la synergie des acteurs pour la promotion de la santé environnement, qui est soutenu financièrement par l'ARS, la région et la DREAL Grand Est dans le cadre du PRSE 4. L'objectif de ce réseau est de favoriser les interactions entre les professionnels de santé et les acteurs en environnement. Il y a une coordination sur le Grand Est par les têtes de réseau d'éducation à l'environnement et au développement durable, que sont l'Arienne en Alsace, le Graine Champagne-Ardenne en Champagne-Ardenne et l'Aurine en Lorraine. Et l'objectif de ce réseau Synapse, c'est de pouvoir vous proposer des formations, des rencontres, des moments d'échange sur des sujets en santé-environnement. Concernant les cycles de sensibilisation, on commence à avoir un joli historique puisque nous avons débuté ces événements en 2022 avec la thématique faune et flore à risque pour la santé. En 2023, nous avons traité la qualité de l'air. L'année d'après, sol et santé. L'année dernière, nous avons traité la thématique eau et santé. Et donc cette année, nous vous proposons le cycle de sensibilisation nature et santé pour tous. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est Juliette qui va nous présenter le public des seniors. Et sur la fin d'année, nous aurons les publics petite enfance et jeunes et ados, voilà, qui seront proposés par d'autres structures. Et voilà, il y aura peut-être aussi d'autres visios qui vont se caler sur d'autres publics, mais on n'a pas eu encore la validation. Donc voilà, c'est un premier jet pour l'instant pour ça. Et puis, j'en profite aussi pour vous montrer cette slide. Si vous souhaitez rejoindre de votre côté aussi le réseau Synapse, vous pouvez tout à fait. Et comme je vous disais, il y a des contacts dans chaque antérégion qui sont Maëlle Rosset pour l'Alsace, Alexia Guiton pour la Champagne-Ardenne, et donc je serai aussi votre contact pour la Lorraine. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec ces personnes si vous souhaitez avoir des informations sur le réseau Synapse. Voilà pour la petite introduction et je vais laisser la parole à Juliette. Et voilà. Et Merci. aussi, petite information, on a prévu 3 quarts d'heure de présentation, 1 quart d'heure de questions-réponses. Donc, soit vous pouvez attendre la fin de la présentation de Juliette pour poser vos questions, ou sinon utilisez le chat et moi je ferai le relais auprès de Juliette s'il y a des questions, voilà, entre-temps. Je laisse la parole. Merci bien. Je pense que parce on a quelques personnes qui ne sont pas forcément de la région Grand Est, mais le Synapse existe aussi dans d'autres régions, je pense, hein, ces réseaux. Il existe des réseaux santé-environnement, alors qui s'appellent pas forcément Synapse, mais des réseaux santé-environnement, oui, dans d'autres régions. Je vais vous projeter aussi, je vais vous partager en diaporama, je vais partager mon écran et vous parler, et puis vous retrouverez ma trombine au moment des questions-réponses. Aussi. Voilà, donc mon Parfait. intervention, c'est bon? Est-ce que les Oui, personnes on voit bien la voyez diapo. bien? Très bien. Je ne vais pas m'amuser forcément à tout redéfinir parce que ça pourrait prendre du temps, mais simplement
Surtout que nature, ça fait parler, santé, ça fait parler en termes de définition, senior, ça fait parler, donc on pourrait philosopher. Mais vous dire quand même que dans ces pratiques que j'ai avec les seniors, souvent, on considère que c'est des personnes de plus de 50 ans. Donc on a dans notre groupe, je pense, pas mal de seniors. Moi, je vais considérer que les seniors, ça serait plutôt des personnes qui arriverait à la retraite, donc qui serait plutôt autour de 60-65 ans, avec une part de seniors actifs jusqu'à des seniors plus âgés, plus empêchés, parfois en fin de vie, en tout cas dans la pratique que j'ai, hein, pour redéfinir ça. Et puis santé, j'englobe moi la santé physique, la santé psychique et la santé sociale, même, hein, pour mettre quelques définitions comme ça. Qui je suis, donc vous parlez de mes pratiques. Moi, je suis animatrice nature et j'ai suivi aussi la formation d'éco-interprète qui est dispensée dans la région Franche-Comté. Donc, ça fait une trentaine d'années que j'exerce dans le domaine de l'animation nature et de l'éducation à l'environnement. Je forme aussi des travailleurs sociaux, donc éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, depuis 25 ans et sur des médiations éducatives type nature, mais aussi avec des pratiques artistiques. Et puis depuis, de façon plus récente, je suis art thérapeute, écothérapeute et superviseur de thérapeute également. Voilà, et j'exerce, donc moi je suis situé dans le département des Ardennes. J'exerce dans les Ardennes, dans la Marne, un petit peu dans l'Aisne, donc plutôt région Hauts-de-France, sur des territoires de proximité. Puis je suis en train de développer, et je pense qu'il y a des participants aussi, je crois les avoir vus, des partenariats avec la Wallonie. Donc je vous le disais, formation de BATEP, c'est l'ancêtre du BPGEPS, hein, donc j'ai été formé en tourisme nature et puis formation d'éco-interprète, une formation de 5 ans en art-thérapie où on abordait la question des psychopathologies, des médiations artistiques et avec un volet philosophique assez important. Et puis une formation de certifiante en supervision de thérapeute que j'ai suivie cette fois-ci à Paris. C'est important aussi, hein, je le fais assez rapidement, mais c'est pour que vous puissiez voir, je trouve toujours intéressant de où se situent les personnes qui nous parlent, hein, donc c'est aussi pour ça que je me présente comme ça. Donc moi, j'ai aussi des engagements et des affiliations, parce que sinon, je suis travailleuse indépendante. Donc j'ai été salariée associative, investie associative, mais là, je suis travailleuse indépendante. Donc je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir être en lien avec d'autres. Donc j'y suis à travers le mouvement d'art thérapeute qui m'a formée, un syndicat, le syndicat français des arts thérapeutes. Plutôt du côté nature jardin, la Fédération française Jardin Nature Santé, dont certains participants, certains membres, j'ai vu, sont aussi là présents à la visioconférence. Et puis également le syndicat, le SNPPSI, le syndicat national des praticiens en psychothérapie relationnelle et en psychanalyse. Voilà, donc là, on est plutôt du côté de la psychothérapie, puisqu'il y a une partie de mes activités qui ressemble à de la psychothérapie. Important aussi pour moi de vous parler de ma posture. Hein, moi, je suis assez terre à terre. Je viens plutôt, j'ai commencé à faire des études de géographie. Donc voilà, assez terre à terre comme ça, et en même temps poète. Mais voilà, il y a ni d'angélisme, hein, c'est-à-dire que la nature, je la prends dans sa globalité et pas le côté bisounours. La nature, tout est beau, tout est gentil, hein. Je suis moi-même touché par un trouble de santé chronique lié à la fréquentation de la nature. Ça ne m'empêche pas d'y aller, mais je sais il y a aussi des risques en pleine nature. Et voilà, pas d'ésotérisme non plus. Moi, j'ai travaillé aussi pour la Fédération des œuvres laïques, donc la laïcité a toute son importance dans ma pratique. Je suis tenu à certains codes de déontologie, notamment celui du mouvement de l'art-thérapie, enfin des syndicats d'art-thérapie, syndicats des psychothérapeutes, hein, que j'ai cité tout à l'heure, et puis une éthique qui m'est personnelle. Moi, je m'engage aussi dans ma pratique à être en formation tout au long de la vie et puis à être supervisé, hein, de la même façon que je suis superviseur de thérapeute, moi, je suis aussi supervisé. Et puis voilà, mes entrées à moi, c'est la philosophie, la poésie, les médiations artistiques, et puis une approche naturaliste qui est souvent généraliste et plutôt du côté de l'écologie, parce qu'elle m'intéresse de mettre en évidence les interdépendances, les interrelations. Je trouve que c'est intéressant pour ma pratique de thérapeute aussi. Et puis j'essaye de me rapprocher tant que possible de chercheurs en sciences de l'éducation ou avec des professionnels de santé, mes partenariats. Et puisqu'on est dans un réseau qui parle de santé-environnement, j'aime bien aussi toujours dire que dans cette appellation-là de santé-environnement où je me situe moi, c'est vrai qu'il peut y avoir, et on l'a vu dans les thématiques abordées qui ont été citées tout à l'heure, hein, la santé-environnement, ça peut être toutes les questions de la qualité de l'eau, de l'air et des impacts des activités humaines
sur ces ressources qui nous sont utiles et importantes et essentielles pour notre bonne santé. Il y a la question des zoonoses aussi. Et puis après, moi, je vois aussi l'environnement ou la nature, en tout cas comme ressource, donc où on peut aller puiser notre pharmacopée, la phytothérapie, etc. Et puis la toute dernière et qui me concerne, c'est pour ça que j'y ai mis la loupe, c'est aussi ressource par le contact direct avec la nature qu'on peut exercer dans des jardins, en forêt et parfois même en intérieur quand on est empêché. Voilà. Bon, on est quand même dans une société et des sociétés, puisque j'ai l'occasion d'échanger avec avec des personnes d'autres pays, hein, qui prend de plus en plus conscience des bienfaits de la nature par la mise en contact direct. Et juste avant de vous témoigner de ma pratique personnelle, j'avais envie, dans ce sens-là, de montrer quels sont les bienfaits qu'on commence. Alors, beaucoup d'entre nous ici, je pense qu'on a ces bienfaits, on les a perçus dans ce qui nous apporte à nous en tant que personne, en tant que citoyen. Pour les personnes qui encadrent des publics, on a pu les observer aussi quand on amenait des personnes avec les publics, quel que soit leur âge, qui avaient des bienfaits sur la santé, sur le comportement, sur la détente. Et bien aussi, de plus en plus, il y a des études qui sont faites pour aller chercher du côté scientifique, à le prouver scientifiquement. Alors, parfois, j'ai eu envie de me dire, le scientisme partout, c'est embêtant, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce besoin-là d'aller chercher du côté de recherche scientifique. Et alors, je vais me baser, je donnerai la ressource après, mais sur à un moment donné, on va traverser l'Atlantique, mais sans bilan carbone, rassurez-vous, pour aller du côté du Québec. Et c'est l'équivalent, on pourrait dire l'équivalent de notre fédération nationale des parcs naturels régionaux. Enfin voilà, une grosse structure qui gère le plein air au Québec, qui avait commandé à la fédération de cardiologie un regroupement d'études, en fait, une méta-analyse d'études. Euh, et donc voilà, dans cette méta-analyse d'études, ce qu'on voit, c'est que déjà, alors il y a une partie verte ici, hein. Quand c'est vert, c'est que c'est le plus prouvé scientifiquement. Quand c'est orange, vous le verrez dans les diapos qui suivent, ça l'est un peu moins. Quand c'est rouge, voilà, il y a des études, quelques-unes, mais pas suffisamment pour que ça devienne complètement probant. Mais moi, je le jette pas pour autant à la poubelle. Mais voilà, bon, déjà, il se trouve que c'est une fédération de cardiologie qui s'était penchée sur la question. Donc, on voit une réduction de la fréquence. Passer du temps en nature, hein, contribue à réduire la fréquence cardiaque, à réduire la pression artérielle, à diminuer l'activité physique sympathique, hein, nerveuse sympathique, et à augmenter au contraire l'activité nerveuse parasympathique, c'est-à-dire amener de la détente et puis réduire les niveaux de cortisol. Quand on voit déjà tout ça, moi qui fréquente des seniors qui sont souvent vulnérables, bah voilà, il y a pas mal de pathologies cardiaques, souvent de l'hypertension, hein, de l'anxiété et du stress qui peuvent être présents encore chez les seniors. Dans les bienfaits psychologiques, là, la réduction de l'anxiété. Et puis après, la sensation réparatrice qui peut être ressentie chez les personnes qui sont allées passer du temps en nature, hein. Donc, c'est-à-dire que souvent, là, c'est des études où on interroge les personnes avant, pendant, après des séances en nature. Une diminution de la dépression et d'émotions négatives, une amélioration de l'humeur et une augmentation de la vitalité, diminution de la fatigue, hein. Des choses qu'on peut observer parfois. On se sent fatigué, on pourrait faire une sieste et puis en allant faire une promenade dans la nature, ça a les mêmes effets, voire plus d'effets qu'une sieste en termes de diminuer la fatigue. Des bienfaits cognitifs également, hein. Alors moi qui travaille des personnes qui sont notamment touchées par la maladie d'Alzheimer, c'est pour ça que j'ai aussi utilisé le support nature dehors ou dedans. Mais amélioration de la fonction cognitive, restauration de l'attention et puis réduction de la fatigue mentale et de la confusion. Et puis d'autres bienfaits qui ont été analysés, alors vous voyez là qui sont plutôt orange foncé ou rouge, hein, mais le renforcement, donc je parlais tout à l'heure de santé sociale aussi, le renforcement de la cohésion sociale et du soutien social, le côté qui va plus toucher, on va dire, finalement l'éducation et l'environnement, hein. C'est aussi des actions qui vont contribuer à sensibiliser, à développer des comportements positifs en matière d'environnement et de durabilité. Et là, ça va toucher à d'autres choses dont on parle aussi dans ces réseaux, qui est une seule santé, hein. Ce qui est bénéfique à notre santé, nous, humains, et ben, entraîne des comportements et une modification de l'environnement qui est aussi bénéfique aux espèces et aux milieux. Et puis, voilà, il y avait aussi dans cette étude l'amélioration du bien-être spirituel. Donc la source de ces données, c'est ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure, hein, c'est dans un rapport qui date de 2021, qui avait été commandé par la Société des établissements de plein air du Québec euh, à l'Institut de cardiologie de Montréal.
de recherche, hein. C'est ce qu'on appelle de plus en plus, il y a ça qui est fait, c'est une forme de littérature. C'est pas une étude en tant que telle, mais c'est des scientifiques qui vont regarder plein d'études qui ont été faites et qui en tirent des conclusions des différents résultats. On parle de méta-analyse. Donc voilà, ce qui est important là, c'est de voir aussi que les gens, les acteurs de l'éducation environnement, les acteurs du plein air, les personnes qui gèrent des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux un peu partout dans le monde, prennent conscience de plus en plus, veulent appuyer ça. C'était une source de loisirs, une source éducative, la nature, mais ça devient aussi une source de santé et on a envie de pouvoir l'étayer par des études et des preuves scientifiques. Voilà, moi ce qui m'intéresse aussi, alors, quand je travaille des publics, j'ai tout ça en tête, hein, tout ce que je viens de vous poser là, mais aussi des notions dont vous avez peut-être parlé, mais la question des phytoncides, parmi ces études qui ont été menées et les preuves qui arrivent, alors notamment du côté du Japon et du docteur qui a développé au Japon les bains de forêt, il y a l'impact positif des phytoncides. Alors, comme ça, quand on entend cide, ça fait assez peur, parce que ça nous fait penser aux insecticides et autres, hein, mais c'est notamment les terpènes. Et un arbre, il a besoin de se défendre lui aussi contre des agressions, des parasites, des champignons, des bactéries. Lui aussi, il peut avoir son cortège dans le cadre symbiotique de champignons ou de bactéries qui lui sont utiles, mais il a aussi besoin de lutter et donc il va développer des terpènes. Chez les feuillus, ces terpènes, ils ont tendance à ne pas être, ce qui peuvent être les huiles essentielles, hein, c'est leur manifestation pour nous, c'est ces huiles, ces odeurs qu'on va sentir. Chez les feuillus, l'arbre a tendance à être plus imperméable. En revanche, chez les conifères, l'arbre est plus perméable. Donc finalement, ces huiles essentielles qu'il fabrique pour lui sont diffusées dans l'atmosphère et nous avons la chance de pouvoir en bénéficier. Et dans les études qui ont été menées, hein, ça a un impact utile sur notre système nerveux, sur notre système endocrinien et sur nos systèmes immunitaires. Donc moi qui travaille par exemple avec des personnes qui peuvent avoir des troubles de santé mentale, des problèmes de thyroïde, il y en a de plus en plus hein, sur le côté endocrinien ou d'autres problèmes hormonaux, des problèmes immunitaires. Moi, je travaille aussi avec des personnes qui sont touchées par le cancer, qui peuvent avoir un système immunitaire fragilisé. Voilà, là, on voit que ça va. Alors, on est là dans une logique de prévention. Hein, et dans une logique de complémentarité quand les pathologies sont déjà là. C'est pas parce que c'est utile comme ça que c'est ça qui va soigner, guérir les personnes, mais c'est des compléments à des pratiques médicamenteuses. Zoom sur les bactéries aussi, hein, et notamment cette bactérie dont on parle de plus en plus, qu'on trouve dans l'humus, qu'on trouve dans la terre, Mycobacterium vaccae. Donc, des études qui ont été menées, où elle aiderait. Alors, c'est intéressant de suivre tout ce qui se passe aussi au niveau du microbiote, toutes les recherches au niveau du microbiote, là, notre écosystème qu'on a dans les intestins, mais qu'on peut avoir aussi sur la peau, dans les muqueuses. Parce que finalement, ces petites bactéries qui nous habitent et qui peuvent être nos alliés, hein, il y en a de plus en plus, mais avec des périodes où on se coupe de la nature, on n'y est plus forcément confronté. Et donc, notre microbiote baisse. Donc, en tout cas, cette bactérie, elle est utile, les jardiniers, hein. C'est peut-être cette sensation-là de personnes qui vont jardiner et qui disent: Ah, j'ai jardiné, ça m'a fait du bien. Il est fort probable que c'est donc ce contact avec cette bactérie, quand on touche de l'humus, qu'on repote des plantes, qu'on va inhaler ou avaler, qui vont nous être utiles. Il y a aussi les chants d'oiseaux. Et ce qui m'intéresse, moi, dans les chants d'oiseaux, c'est que comme on peut les enregistrer puis les diffuser, ça fait partie d'éléments de nature que moi je peux apporter en intérieur pour des personnes qui ne peuvent pas sortir, qui sont alitées. Hein. Il y a un livre qui est sorti récemment, qui a été écrit par deux ornithologues, hein, Ornithérapie, par Philippe Dubois et Lise Rousseau, voilà, qui parle aussi, qui est allé chercher dans les études, hein, en gros, autour de 6 minutes d'écoute de chant d'oiseau, ça va faire baisser le taux de cortisol, ça va activer les sensations de bien-être, hein, favoriser la régénération. Et donc, on est même peut-être allant jusqu'à 8 heures, en fait. Hein. Alors, bon, là, c'est les côtés chiffrés, mais en gros, 6 minutes de chant d'oiseau pourrait apporter 8 heures de détente. Donc, qu'on les écoute dehors ou qu'on les écoute en intérieur. Je vais boire un petit coup parce que ma voix se voile là. Je ne pourrais pas vous imiter le chant du pinson qui est représenté sur la photo. Voilà, et la question de la beauté. Moi, quand je travaille avec des personnes
globalement toute personne, hein. Dans ma pratique, finalement, j'ai réalisé que ces derniers temps, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient de 4 mois à 105 ans, mais que ce soit pour soutenir le développement, que ce soit pour accompagner des moments de souffrance, que ce soit aussi, moi j'aime bien parler de soutenir, voilà, hier je travaille des tout petits, cet après-midi je travaille des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et qui sont plutôt âgées, donc je soutiens le développement quand ils sont plus jeunes, mais je soutiens aussi la question du vieillissement, hein, et puis l'affrontement des pathologies, mais j'aime bien dire aussi que nos pratiques, elles sont là pour essayer de maintenir et de renforcer la capacité d'émerveillement. Et la question du beau, alors là, c'est une autre personne qu'on cite souvent, notamment à la Fédération Jardin de Nature Santé, mais pas que. C'est le livre qui s'appelle Cerveau et Nature, qui a été produit par Michel Levanken. Voilà, on parle bien d'une zone dans le cerveau qui est corrélée à l'expérience du beau. Et l'expérience du beau, que ça soit devant un tableau, par exemple un tableau de Cézanne, un parterre de fleurs, la belle architecture d'un arbre comme celle que je vous ai mis en illustration, voilà, agit aussi sur la sensation de plaisir, hein. Et cette sensation de plaisir, mais voilà, quand on souffre de pathologie, quand on est au moment où on se retrouve à la retraite et qu'on est, voilà, c'est des seuils importants, hein, c'est des passages importants, le passage à la retraite. Parfois, on peut être complètement coupé de réseau social parce qu'on n'a plus les collègues, de réseau social en vrai, pas les réseaux sociaux sur Internet, mais voilà, de sociabilité. Donc la beauté, se nourrir de beauté a son importance. Donc moi, dans mes pratiques, c'est voilà, tout ça que j'ai toujours en tête. Et voilà, mes pratiques avec cet arbre encore en vie, malgré l'état dans lequel il se trouve. Mais je trouvais que c'était une belle illustration aussi du cycle, hein, parce que moi, j'accompagne, on va dire, des tout petits jusqu'à la fin de vie, et sur la question du cycle est importante aussi. J'ai eu l'occasion de rencontrer en Belgique récemment un colloque sur les soins palliatifs. Euh, la thématique était justement amener de la nature dans l'accompagnement des soins palliatifs. Une personne qui est à la fois médecin et guide nature et qui utilise énormément les métaphores de nature pour former des professionnels des soins palliatifs, en fait, et notamment toute la question de la mort, du cycle de vie, de l'humus, d'éléments biologiques, organiques morts, mais qui permettent la vie. Tout ça, et elle l'utilise aussi beaucoup pour travailler la qualité de présence et de compréhension chez les personnes qui travaillent en soins palliatifs. Donc moi, dans mes pratiques, il y a différentes choses. Je vais pouvoir travailler, et ça, je l'observe depuis que... alors, euh, j'ai commencé à être bénévole à 12 ans et j'étais bénévole pour la Ligue pour la protection des oiseaux à Paris. Et je tenais souvent le stand de la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc on vendait des livres et on vendait des nichoirs et on vendait des mangeoires. Et déjà, il y avait dans le public qui venait s'intéresser aux mangeoires et aux nichoirs beaucoup de personnes âgées, retraitées, beaucoup de femmes notamment qui avait un lien j'ai pu observer qu'il y avait un lien affectif assez fort aux oiseaux et donc qui voulaient leur venir en aide. Et je devinais aussi que derrière leur venir en aide, c'était aussi avoir à proximité dans leur jardin, dans leur cour, la fréquentation des oiseaux parce qu'elles allaient y mettre des nichoirs et des mangeoires. Donc il y avait ce lien qui était, voilà, qui vient être presque une sociabilité. Euh, donc cette importance, voilà, les seniors, j'en ai aussi toujours eu, moi, dans les sorties nature. Quand j'étais animatrice nature au centre d'initiation à la nature de Boultaubois, dans les Ardennes, on faisait des sorties grand public le week-end, comme beaucoup d'associations d'éducation environnement et d'associations naturalistes. J'ai pas eu l'occasion de faire d'études à l'époque démographiques, sociologiques, mais il y avait aussi beaucoup de seniors qui étaient là, hein. Donc encore la possibilité avec encore une mobilité, de la motricité, de la curiosité, une sensorialité, venir là aussi pour pas se sentir seul, donc dans une logique de sociabilité. Et puis, alors, c'est des mots qui reviendront, mais moi, comme je travaille aussi avec des personnes qui ont des pathologies liées à la mémoire, hein, il y a la question de la souvenance. Donc, dans ma pratique, il y a des gens à qui je peux donner rendez-vous, qui sont autonomes pour venir en voiture, en train, quelque part où je leur donne rendez-vous, qui ont la motricité nécessaire à se déplacer dans des milieux naturels et avec qui je vais pouvoir avoir des pratiques qui sont assez proches des pratiques d'éducation de l'environnement classique. Voilà. Mais peut-être avec en tête tout ce que ça peut leur apporter aussi à la période de la vie où ils se trouvent, et puis parfois aussi avec certains empêchements qui peuvent arriver. Voilà. La personne, quand elle a dû là passer par-dessus cet arbre qui était couché sur le chemin, sûr qu'elle n'a pas la même dynamique qu'un enfant de 7 ans, un enfant de 10 ans, un adolescent un peu commando. Voilà, et donc là, mes pratiques vont être assez classiques. Euh,
Ça a l'avantage d'approcher le sauvage. C'est aussi pour ça que j'ai mis les plumes. Là, on avait trouvé une plumée de rapace, un rapace qui avait capturé une tourterelle. Donc, on est en pleine nature. C'est tous ces avantages-là. Euh, Là, c'était pour illustrer cette question que je vois des seniors dans mes pratiques qui sont ouvertes au tout public. Et puis, la première image que vous avez sur la gauche, c'est quand même pour montrer que quand certaines pathologies arrivent, faut être assez sensible. Là, il se trouve qu'il est photographié une de mes amies qui a 78 ans et qui est touchée par la maladie d'Alzheimer. Et j'ai vu arriver petit à petit une grande crainte chez elle, hein, quand on était dans la forêt. Moi qui suis habitué à être dans la forêt, à pouvoir différencier les arbres par leur essence, les formes, j'ai toujours des repères dans la forêt. Mais les personnes que j'accompagne qui souffrent de pathologies, alors je vois ça chez une de mes patientes qui a la maladie d'Alzheimer, qui souffre de schizophrénie, ou cette amie qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Il y a un moment, tout se ressemble en fait, et les personnes sont vraiment perdues, et ça peut se manifester dans leur corps, hein. Alors soit vont dire, mais on est où? Et puis une inquiétude, comme d'autres personnes, on est où? On est perdu. Et du coup, la sortie nature ne devient pas très agréable pour elle parce que là, on n'est pas en train de faire baisser l'anxiété, mais on est en train de la faire augmenter. Et puis une personne qui est une senior aussi qui souffre de schizophrénie, qui, si je suis dans des milieux voilà, trop boisés, où il n'y a pas suffisamment de repères pour elle, et ben, ça se manifeste dans son corps en fait, hein. En fait, elle devient très, très raide, elle a du mal à lever les pieds, elle manque de chuter. Enfin voilà, il y a beaucoup moins de légèreté, de souplesse dans son corps. Et très souvent, c'est moi-même qui lui dis, oh, je sens que là, il faut qu'on fasse demi-tour et puis qu'on aille gagner quelque chose de moins sauvage, hein. Voilà, la Silva, c'est une référence en géographie. On a un peu compartimenté les villages en différents cercles concentriques. Et puis le village, on l'appelle la domus, la maison, hein, comme domestique. Ensuite, on va parler de l'ortus, la partie des jardins. Il y a d'autres parties ensuite, mais le plus éloigné, le plus sauvage, c'est la forêt. Euh, Quand les personnes voilà, peuvent nous rejoindre en cœur d'un milieu naturel parce qu'elles ont la mobilité, mais qu'elles n'ont plus forcément la motricité, c'est vrai que des fois on peut accueillir au cœur du sauvage sans forcément se déplacer. Sur la première photo, là, c'était la demande du Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne que j'encadrais une racontée d'histoire autour du thème de l'étang. C'est près d'un étang qui est classé réserve naturelle. Et donc, bah, parmi le public qui est venu, là, il y avait énormément de seniors. Et cette approche-là, le conte aussi, hein, touche aussi beaucoup les seniors. Il est globalement tout public parce que les contes sont de tous âges, mais voilà, aborder la nature par le conte et quand on est assis tranquillement, en plus ça on le fait à la nuit tombée, il y a la nuit qui arrive sur l'étang, il y a quelque chose qui est assez agréable. Donc ça fait partie des choses qu'on peut aménager aussi, se dire qu'on peut donner rendez-vous sans forcément marcher, mais en faisant bénéficier d'une expérience de nature. Bon, voilà, j'utilise aussi beaucoup la créativité. On parlait tout à l'heure de la capacité à s'émerveiller, l'importance du beau. Donc, ça peut être aussi le beau dans lequel on s'implique, à travers le land art notamment. En ce moment, je suis partenaire et peut-être il y a des participants là, de la mutualité française Grand Est. Donc, la mutualité française, comme beaucoup d'acteurs de la santé, beaucoup de mutuelles ont toute une logique au-delà du fait qu'elles puissent être nos mutuelles et remboursées. Il y a toute une partie de prévention aussi et d'accompagnement des pathologies. Donc avec la mutualité française, je co-anime des balades santé dans les Ardennes l'année dernière, dans la Marne cette année. Et l'entrée, c'est d'aller en milieu naturel. Souvent, il y a un éducateur sportif là, qui va pouvoir être le garant de tout ce qui est motricité, donner des conseils de souplesse, d'étirement nécessaires à la pratique de la marche. Et puis, moi, je suis sur la partie animation nature ou animation balade comptée. Voilà. Donc on offre cette possibilité-là aussi. Donc on touche aussi là la question de la sociabilité, hein. Des fois, il y a des personnes qui pourraient le faire toutes seules, mais qui n'arrivent pas, et ça va les motiver plus, le fait d'aller rencontrer des personnes et de pouvoir aussi échanger et augmenter leur réseau social. Ça, c'était pour les personnes qui sont en possibilité d'aller au loin, qui peuvent habiter à proximité de milieux naturels ou avoir donc cette motricité, mobilité. Euh, pour les personnes qui sont un peu plus empêchées, mais qui ont encore des capacités, hein, pour les personnes qui peuvent encore sortir dans un jardin ou dans un parc, donc il y aura peut-être un peu moins de motricité, quoique il peut y en avoir aussi, en tout cas moins de mobilité, les personnes ne vont pas forcément aussi loin, mais on peut travailler la sensorialité, la sociabilité, la souvenance aussi. Alors là, on est dans une nature un peu moins
naturel, bien qu'en France, l'homme ait mis sa place partout, donc il y a beaucoup, on n'a pas de forêt primaire, de forêt vierge. Mais voilà, un jardin botanique, c'est le cas. Là, il se trouve que c'est le jardin botanique de d'Issy-les-Moulineaux, dans le 92. Et alors la personne qui est là, parce que je vous l'ai pas dit, mais moi j'étais aussi en situation d'accompagner ma mère en fin de vie et d'utiliser la nature dans cet accompagnement-là. Donc je l'ai beaucoup emmenée dans les parcs et là on était dans un jardin botanique et ça va amener aussi les souvenirs pour les personnes qui ont pu jardiner, pour les personnes les seniors qui ont pu avoir aussi eux-mêmes des ancêtres qui étaient très proches de la nature, qui allaient collecter des plantes médicinales et autres, hein. Donc il y a ce côté souvenance. Alors souvenance au-delà du côté stimuler la mémoire, hein, c'est aussi le fait qu'on puisse échanger, être dans une logique de discussion. Voilà, si je continue, là, vous citez, donc c'est toujours, on voit toujours ma mère qui était sur un immense pin majestueux. Alors là, c'est à Saint-Cloud. Pour ça, pour les gens qui sont urbains, n'oublions pas qu'il y a aussi des grands parcs et que depuis quelques années avec d'autres modalités. Ils peuvent être très beaux dans le sens vraiment paysager et horticole, mais aussi avec la gestion différenciée. C'est des milieux qui deviennent de plus en plus, enfin, qui regagnent de la naturalité, hein. Donc des fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Sur la première image, voilà, je peux vous témoigner d'une autre pratique quand on est tous collectivement en situation d'empêchement, comme ça a été le cas pendant le confinement. Moi, habituellement, je travaille je suis partenaire d'une gériatre qui intervient dans le soutien des aidants, notamment les aidants seniors. Voilà, elle travaille avec eux pour que ils ne soient pas épuisés par leur tâche d'aidant, parce qu'on sait que ça, c'est une population fragile. Les aidants et encore plus les aidants seniors, on sait qu'ils ont tendance, malheureusement, eh bien, parfois à développer des pathologies et à mourir avant les personnes qui sont en train d'aider parce qu'ils se sont épuisés à la tâche. Donc, avec cette gériatre, elle, souvent, elle travaille avec les aidants, elle les accueille, elle les forme, et parfois, les aidants viennent avec leurs proches aidés qui peuvent être touchés par la maladie d'Alzheimer, par d'autres maladies. Et moi, je prends en charge les personnes aidées pour des ateliers alors, d'art-thérapie et d'art-thérapie qui utilisent la nature. Pendant le confinement, c'était donc pas possible. Et en revanche, ce que j'étais amené à faire, moi, c'est aussi accompagner les aidants. Et j'ai créé des bulles ressourçantes autour de la nature, autour du conte et autour de la créativité. Mais la nature était un peu le fil conducteur. Donc, je faisais des petites vidéos, je créais moi-même dans mon jardin, où voilà, je faisais des compositions. Je suis conteuse, donc je contais des histoires de nature. J'envoyais les vidéos à ces personnes-là qui les observaient et il y avait toujours une invitation à créer. Donc sur la première image que vous voyez avec le petit Bouddha, donc ça c'est dans le jardin d'une des participantes qui, à mon invitation, à travers ces bulles ressourçantes envoyées en vidéo, avait pu créer un mandala. Voilà, elle avait créé dans son jardin. Il y a un monsieur qui avait fait de la mosaïque, enfin, voilà, différentes choses. Et puis à l'occasion d'une visioconférence où on s'était tous retrouvés, j'avais pu diffuser leurs photos. Voilà, et on avait pu voir. Donc, même dans ces situations d'empêchement, j'essaye de, voilà, par la technologie interposée. Et puis l'autre image aussi, là c'est pour vous montrer une façon dont on peut même accompagner à distance. Alors, je l'ai fait avec ma mère, mais j'ai observé que ça fonctionnait aussi avec une de ses voisines de 80 ans. Moi j'aime bien prendre des petites photos de nature. Là c'est des iris dans mon jardin et quand j'envoyais ces photos-là à ma mère, donc capacité, voilà, la capacité d'émerveillement, mais surtout elle toute seule dans son appartement à Paris, ça lui donnait envie aussi de sortir et d'aller dans le jardin et d'aller voir si dans le parc parisien en face de chez elle, les iris étaient fleuris, hein. Donc aussi, et sans rien dire en fait, c'est oh, t'as vu comme les iris de mon jardin sont beaux? Voilà. Et puis hop, ça génère cette envie de sortir malgré la difficulté parfois corporelle, physique, malgré le rythme qui est ralenti, mais voilà, envie d'aller sortir, puis de prendre aussi une photo et me dire, ah bah oui, les iris du parc, ils étaient aussi fleuris. Et donc la voisine de ma mère, dont j'ai été assez proche ces derniers mois, a fait la même chose. Je lui avais envoyé une photo de bouquet de fleurs fraîches que j'avais photographiées et cueillies dans mon jardin. Et puis bah, du coup, ça lui a donné envie. Elle est atteinte par la maladie de Ménière et elle peut être tombée dans la rue comme ça, prise par des vertiges intenables. Donc, elle a fait l'effort d'aller dans le parc, de cueillir des fleurs, de m'envoyer le bouquet de fleurs. Et en tout cas, moi, ce qui est intéressant, c'était pas la photo qu'elle m'a envoyée, mais c'est la petite expérience de nature et de plein air que j'ai pu lui faire vivre. Là, c'est dans un EHPAD, dans une maison de retraite dans les Ardennes. Alors, il y a des EHPAD qui sont construits de façon récente. Certains, on oublie d'y prévoir un extérieur. Là, il se trouve que c'est un EHPAD qui a plutôt été aménagé dans une ancienne abbaye. Donc, qui dit abbaye dit souvent aussi jardin, parc, la partie nature qui est dans l'enclos de l'ancienne abbaye.
Et donc là, je travaillais en partenariat avec une psychologue qui tous les mardis matins faisait un atelier d'expression. Et mais moi, intervenant avec mon goût de la nature aussi et mon approche nature. Donc là, on a pu sortir dans le jardin. Il y a des éléments naturels que j'avais apportés, bien sûr. Dans le jardin, il n'y avait pas de coquilles Saint-Jacques ni de bois flottés, mais c'est un mélange d'éléments naturels qu'on pouvait trop. Alors ce jardin, il est assez, c'est plutôt des pelouses et des rosiers, hein. Pour le coup, celui-là, il n'a pas une grande diversité. Mais en revanche, ce jour-là, j'étais assez impressionné par une dame qui est en fauteuil roulant. Je donne son prénom, ça dévoilera pas son identité. Daniel, je l'ai poussé dans son fauteuil roulant et genre j'ai senti comme quelque chose, je voulais l'amener vers cette table que j'avais aménagée là avec la psychologue, c'est là qu'on allait faire l'atelier. Et il n'y a rien à faire, il y avait quelque chose d'elle qui m'emmenait ailleurs. Et donc voilà, l'éblouissement, hein, la capacité de s'émerveiller, d'être ébloui. Elle voulait absolument aller près des rosiers, donc j'avais un sécateur délicatement, j'ai cueilli une rose, elle a tenu à la mettre dans sa boutonnière, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé sur ce lien à la beauté, la fleur, au-delà de la symbolique de la rose. Enfin, bien sûr, il y a la symbolique de la rose. Et puis ensuite, avec les enfin les trois autres personnes, elles étaient quatre qu'on a créées, on a fait une œuvre collective de land art. Alors, voilà, avec les difficultés de chacune. Là, il y a des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs. Il y a une personne qui a fait un AVC, donc qui a une hémiplégie. Enfin voilà, chacune avec ses capacités. Et quand s'agit, l'idée c'était de créer autour d'un objet symbolique qu'on choisissait tous ensemble. Et ce qui trône au milieu, qu'on voit là, ici, c'est la rose que la dame était allée cueillir, hein, donc toute la symbolique de la rose, qui a pu être permis dans ce jardin dans lequel elles vont pas forcément tout le temps, hein. Il n'y a pas forcément, c'est pas facile pour elles d'y aller quand on est en fauteuil roulant. Moi, je vois dans des maisons de retraite, il y a des soignants qui aiment beaucoup faire ça, en fait, hein, qui pensent à amener dehors et qui sont les spécialistes pour dire, ah, mais il fait beau aujourd'hui, allez, on va faire un petit tour dehors, mais c'est pas toujours le cas. Et, ces espaces de jardin sont aussi des espaces qui peuvent être intéressants pour les visiteurs, les familles, aller faire un tour dehors aussi avec leur famille, se raconter des souvenirs. Voilà, et puis quand c'est vraiment pas possible de sortir, soit parce que l'institution s'y prête pas, soit parce que les personnes sont vraiment empêchées. Et quand je parle d'empêchement, ça va jusqu'à la fin de vie, hein, jusqu'à un moment qu'on appelle les accompagnements en soins palliatifs. Il y a la possibilité aussi d'amener la nature à l'intérieur, hein, dans ce que moi j'appelle la domus, le terme latin pour signifier la maison. Euh, Idéalement, en tant qu'animatrice nature, voilà, j'ai toujours envie d'emmener les gens dehors, mais il y a des moments c'est pas possible. Et même quand c'est pas possible à cause de l'institution, et ben, j'ai pas envie toujours de me mettre en colère et d'aller affronter. Et ben, petit à petit, j'amène la nature pour qu'elle soit là, présente. Hein, donc, on va travailler la sensorialité encore, la créativité, la souvenance. Et puis là, ce que j'ai mis aussi, c'est que moi, quand je travaille des personnes qui ont des pathologies de type qui touchent la mémoire, c'est pas forcément facile de les faire agir ensemble. Donc, c'est plus forcément la sociabilité, mais moi, je vais aller chercher leur singularité, ce que j'appelle leur continuité d'être. Donc là, on a la personne que vous avez à droite. J'ai flouté là. Je suis désolé, c'est pas très beau, je suis pas très doué pour flouter les photos. C'était pour qu'on puisse pas les reconnaître, mais Lisiane, la dame qui est à droite, elle est en train de sentir des fleurs. Cette dame, elle a plus le langage. Et par contre, ses sœurs qui la visitent de temps en temps m'avaient dit, ah, elle avait un jardin, elle était passionnée de fleurs, elle connaissait même leur nom en latin, hein. Donc c'est devenu quelque chose. Moi, j'arrive en maison de retraite avec un déambulateur qui est customisé. J'ai du matériel pour faire de l'art-thérapie, mais j'ai aussi, dès que la saison s'y prête, toujours un bouquet de fleurs fraîches, des plantes aromatiques. Et donc la dame qu'on voit de l'autre côté, Morissette, elle, on était en train voilà, de tenter de retrouver le nom des plantes aromatiques avec les noms des étiquettes. Alors, Morissette ne savait plus forcément lire les noms des étiquettes, mais Adrienne était là qui sait encore bien lire. Donc là, il y a eu un petit peu d'interaction entre deux personnes. Donc on a tenté de sentir. Ce que j'ai pu observer, par contre, c'est que on ne peut pas leur faire sentir trop de plantes. C'est-à-dire que des fois, une première plante ou une deuxième plante qu'on leur a fait sentir, en fait, eh ben, l'odeur les occupe tellement, ils sont tellement dans cette odeur-là, que finalement, les autres qu'on leur fait sentir ne sont pas forcément là. Et puis, un des risques quand même avec des personnes empêchées, notamment des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, une petite anecdote rigolote qui s'est bien terminée, mais Morissette, à un moment, elle a pris mes étiquettes là plutôt pour un gâteau ou quelque chose, hein. Donc, il y a cette difficulté avec certaines personnes qui vont beaucoup mettre à la bouche. Et moi, c'est une attention que je dois avoir avec les personnes touchées par la maladie d'Alzheimer quand j'amène plein d'éléments naturels. Voilà, c'est de faire attention au risque de s'étouffer en avalant quelque chose, de faire une fausse route, voir si j'ai des éléments qui sont toxiques, mais voilà, que s'ils les mettent à la bouche, ils puissent s'intoxiquer.
Et le monsieur, alors on voit que sa main, mais le monsieur qui était là, c'est un monsieur aussi qui est touché par des troubles cognitifs, qui ne parle plus, mais à qui on a fait réussir, voilà, manipuler beaucoup, hein. Il était un peu dans une logique de construction, construire, aménager, prendre, manipuler. Donc, moi, je trouve ça toujours plus intéressant que ce que j'apporte comme objet de manipulation soit des éléments naturels. J'ai beau être art thérapeute, je préfère par exemple travailler avec l'argile qu'avec la peinture. Et donc, j'aime bien aussi pouvoir amener, comme sorti d'un cabinet de curiosité, des plantes fraîches, des pierres, il y a de l'osier séché, enfin voilà, de manipuler ces éléments. Voilà, donc c'est d'autres situations, c'est pour vous montrer là mes bouquets de fleurs que j'apporte toujours et qui sont aussi, quand on travaille en milieu empêché, donc non seulement ils apportent quelque chose aux résidents, mais ils apportent aussi quelque chose au personnel. Moi, sur mon déambulateur customisé, je roule. Alors, je suis comme les personnes qui roulent en déambulateur, les résidents, mais aussi finalement, si vous regardez dans une maison de retraite ou un hôpital, tout le monde a quelque chose qui roule. On amène le repas, ça roule. On vient chercher les vêtements sales, ça roule. On ramène les vêtements propres, ça roule. Et donc, moi, je suis un peu dans une posture similaire à la leur, sauf que mon déambulateur, il est plein de couleurs et qu'il y a des fleurs fraîches. Et donc, très souvent, je vois, ça amène le sourire même, hein. Il y a un petit côté, je pense à une infirmière récemment, quand je la voyais encore, qui travaille des personnes en fin de vie, hop, ça lui, elle aussi, dans sa capacité de s'émerveiller, puis de mettre un petit peu d'émerveillement. Voilà. Et quand vraiment il n'y a pas de possibilité que ça soit la vraie nature que j'apporte, il y a toujours aussi, on est des humains avec un grand imaginaire possible. Là, il se trouve que c'était l'hiver et c'est un tournesol artificiel, mais cette dame que j'ai accompagnée jusqu'à 10 jours avant son décès, c'était ses obsèques hier à Monique. Voilà, jusqu'au bout, elle était émerveillée par les fleurs. Là, c'est aussi elle qui est en train de feuilleter un livre et c'est la boucle de la Meuse à Montermé, au nord de Charleville-Mézières, et c'était son village natal, sa commune natale. Et alors, voilà, pour vous dire aussi, je parlais des chants d'oiseaux. Monique, les chants d'oiseaux, ça lui rappelait le jardin avec son père, hein. Elle allait plutôt dans les souvenirs, comme c'est souvent chez les personnes qui sont touchées par Alzheimer, sur ses souvenirs d'enfance. Elle m'a très peu parlé de ses enfants, mais elle me parlait beaucoup de ses parents. Et les oiseaux, moi, je vous le conseille, les chants d'oiseaux, c'est assez impressionnant, en fait, de mettre des chants d'oiseaux. Alors, c'est un peu curieux parce que c'est tellement fort que je le mets dans une petite enceinte portative que ils sont pas dupes en même temps parce qu'ils se rendent bien compte que l'oiseau peut pas être là vu qu'on est dans leur chambre ou dans une salle. Mais en même temps, voilà, Monique se mettait à discuter avec l'oiseau. J'avais l'impression des fois presque qu'elle le voyait, elle levait la tête comme si elle le voyait poser sur le fait du toit de sa maison d'enfance. Et donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. D'autant qu'en plus, les chants d'oiseaux, on peut les faire, c'est l'auditif. Pour les personnes qui sont en fin de vie, pour l'instant, ce qu'on dit sur les recherches qui sont faites sur la question de la fin de vie, c'est qu'un des derniers sens qui serait le plus fonctionnel encore serait l'audition. Donc, la nature est riche en ambiances sonores. Moi, j'utilise donc beaucoup les ambiances sonores. Ça vient apaiser, hein, même les proches qui viennent visiter des personnes en fin de vie, les soignants, la personne elle-même. Donc là, puis les chants d'oiseaux avec Monique, c'était même un objet de discussion, hein. Et alors, impressionnant, Monique n'avait vraiment pas de trouble de l'audition. Et il y a un des enregistrements que je passais où c'est une cacophonie d'oiseaux dans la forêt. Et de façon lointaine, comme dans la chanson, on entend un coucou. Et alors vraiment, elle arrivait à le percevoir et, voilà, et à lui répondre, et il y avait de l'interaction, hein. Donc voilà, jusqu'à quelque chose qui est finalement assez virtuel et à l'intérieur, mais où on peut inviter la nature jusqu'au bout, et même à l'intérieur. Bon, là, c'était un travail, et j'en finirai là, je crois. C'était un travail plus dans une autre maison de retraite, avec des personnes où justement on a travaillé sur leurs souvenirs de nature, et on a pu ensuite faire une sorte de grand arbre, grand chêne des souvenirs de nature collectés, avec beaucoup de choses qui se passaient. Enfin voilà, c'était des souvenirs d'enfance, mais beaucoup se passait dehors, parce que ces générations-là étaient très rurales et au contact de la nature. Et voilà, si on veut pouvoir avoir encore un petit peu un temps d'échange, j'en finis là. Et merci de votre attention et je vais arrêter de partager cela pour qu'on se retrouve. Merci beaucoup, Juliette, pour cette très belle présentation. Et ben, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser des questions ou sinon à le mettre dans le chat et je relayerai auprès de Juliette. À vous.
Merci beaucoup pour cette présentation, Juliette. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre les univers en crèche, effectivement, où il n'y a pas forcément accessibilité avec de la nature, et les anciens, et cette idée d'apporter des chants d'oiseaux dans les structures, j'y adhère complètement. Est-ce que tu aurais éventuellement des sites ressources à nous partager où on peut effectivement trouver peut-être par catégorie d'oiseaux, des chants ou Alors moi, comme je suis aussi art thérapeute et que j'ai besoin de faire écouter de la musique, finalement j'utilise beaucoup, c'est devenu utile, mais comme je transporte déjà beaucoup de choses, j'ai pris un abonnement à je sais plus comment on appelle, je sais même pas comment on appelle, c'est diffuseur de musique maintenant. Quelqu'un va m'aider, comment on dit, c'est pas en replay, c'est bref, vous voyez, genre Deezer, Apple ouais, Music, ok. il faut que En j'en cite plusieurs. streaming. En streaming, Oui, merci. streaming, ouais. Je le fais tellement maintenant de façon naturelle, je le dis pas trop. Et en fait, là, il y a des chansons, mais il y a aussi des chants d'oiseaux, et notamment, on peut trouver des enregistrements de Fernand Deroussen, de Jean-Claude Rocher, Ok. donc qui sont des spécialistes de l'enregistrement de chants de nature. Et donc, on peut avoir espèce par espèce si on a envie d'avoir les espèces, mais il peut y avoir aussi des ambiances sonores. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Sinon, avant, j'étais à l'ancienne, j'avais des CD audio que je Mhm. me procurais souvent auprès de la boutique LPO, voilà, que je diffusais, mais ça, voilà, je me suis un peu dématérialisé, virtualisé. Mais hier, je travaille des tout petits, hein, et hier, pour accueillir aussi les enfants, quand ils sont entrés pour faire un atelier sensoriel d'argile, j'avais diffusé des chants d'oiseaux et hop, tout de suite, ah bah, il y a des oiseaux ici. Mhm. Super. Ok. Merci beaucoup. Je sais pas s'il y a peut-être des questions dans le chat. Moi, je suis pas le chat, je laisse. Non, que de remerciements dans le chat. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Après, sur cette dimension sonore, hein, sur les chants d'oiseaux, bien entendu, après, quand on est en milieu naturel, ça les faire écouter, mais c'est toujours surprenant parce que euh, ça étonne les personnes, hein, quand on est vraiment dans des situations empêchées. Je crois qu'il y a des personnes peut-être parmi vous qui travaillent en EHPAD. Euh, c'est curieux, en fait, d'arriver dans une chambre. Voilà, si c'est un soignant qui arrive et puis hop, je suis en train de diffuser des chants d'oiseaux. C'est ce côté aussi. On parle jamais, on parle de médiation par la nature, par exemple, mais voilà, c'est aussi faire tiers, c'est pas seulement. C'est-à-dire que là, moi, je suis amené souvent à utiliser la nature aussi pour faire tiers entre les personnes. Une personne, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, on voyait Lisiane en train de sentir son bouquet de fleurs. Et c'est intéressant, c'est qu'il y a deux sœurs qui la visitent. Et il y a une sœur, elle sait pas quoi faire. Bah, voilà, comme sa sœur, elle a plus le langage et autres. Et en fait, elle s'assoit à côté d'elle. J'ai l'impression qu'elle vient parce qu'elle se sent, voilà, obligée, loyale à sa sœur. Mais comme une adolescente, il n'y a pas que les adolescents qui sont des geeks. Et ben, du coup, elle regarde son téléphone portable. Elle est à côté de sa sœur et elle regarde son téléphone portable. Du coup, elle n'est pas dans une présence à l'autre. Et son autre sœur, elle a bien pigé que le bouquet de fleurs, ça devient un objet de médiation. Déjà, elle a vu, ah, donc Lisiane, elle a tendance à sentir les fleurs naturellement. Et puis, une fois, j'avais apporté une marguerite et tout d'un coup, elles se sont. Alors, la sœur qui est encore, j'aime pas cette expression, mais qui a encore toute sa tête, elle nommait les fleurs. Et puis, ah, la marguerite, mais tu te rappelles, Lisiane, on effeuillait la marguerite. Et en tout cas, ça c'est devenu un tiers. Il y avait une vraie relation. Même si Lisiane a la maladie d'Alzheimer, et ben, sa sœur a pu créer un contact avec elle. Donc c'est en ce sens-là aussi que la nature, elle devient médiatrice potentielle. Moi, je l'utilise aussi dans le soutien à la parentalité, pour l'aide sociale à l'enfance, par exemple, qui a besoin de retravailler le lien parent-enfant. Mais c'est pas seulement, moi, je suis pas seulement le tiers qui met la personne en relation avec la nature, mais parfois, je vais faire en sorte que la nature devienne le tiers qui permettent aux gens d'être en lien ensemble, hein. Et bon, des personnes qui sont malades et isolées, souvent leurs proches ont des difficultés à venir les voir. Donc je dis souvent que mes pratiques d'art-thérapie, mais écouter de la musique, écouter des chants d'oiseaux, regarder des fleurs, amener un livre sur les paysages de la région ou des photos de son village d'enfance où on voit là où on allait, les chemins qu'on prenait. Enfin, tout ça, c'est des possibilités d'être avec l'autre, hein, d'avoir une qualité de présence plutôt que de regarder la télé de la chambre d'hôpital ou de la chambre d'EHPAD ou de regarder tout seul dans son coin son smartphone. Merci. Euh,
peut-être vous redire, vous avez vu la façon dont j'ai présenté les choses, là, la Domus, l'Ortus, la Silva. Donc, c'est la façon dont les villages, là, c'est la géographe qui parle, mais c'est la façon dont s'organisent les villages, un peu moins en Bretagne, mais plutôt dans le Grand Est, par exemple, chez nous, où on a un habitat qui a tendance à être plutôt groupé, organisé autour du village. C'est comme ça que fonctionnaient les villages. Donc, on avait le village souvent organisé autour de l'église. Et puis ensuite, il y avait, moi, dans certains coins de Haute-Marne, je le voyais bien, par exemple, il y avait la ceinture des jardins, hein, les ortus, les courtis parfois qu'on appelle, qui faisaient ceinture autour des maisons. Et puis après, il y avait la partie qui était plutôt pâturée, ou la partie agricole, pardon, donc les champs de blé et autres. Et puis après, la partie pâturée. Et puis après, la forêt. Et ça peut être des paysages qu'on continue de voir. Et pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés, des empêchements, parfois des manques de repères, moi, je sens, hein, et c'est pour ça que je travaille de plus en plus cette notion. C'est comme si dans ma tête, j'avais fait un concept, une ligne qui va du plus domestiqué au plus sauvage. Et voilà, il y a des personnes qui sont assez inquiètes et on a besoin de marquer, de faire par exemple des activités créatives, des activités d'écoute, des activités d'observation du paysage aux zones qui sont un petit peu à l'interstice, où on sent qu'on s'éloigne du domestique pour arriver vers le sauvage, hein, pour les personnes qui pourraient avoir peur. Et ça reprend aussi dans la géographie d'antan, où la France était très catholique. Il y avait la protection de l'Église et les gens avaient besoin de vivre et d'évoluer autour de la protection de l'Église. Plus ils allaient vers la forêt, moins il y avait la protection de l'Église. Et si vous vous baladez, peut-être vous avez vu en quittant les villages que tout d'un coup, il y a la route, des chemins, et à ces petits carrefours qui sont des carrefours symboliques, vous avez des croix de sortie de village. Souvent, il y a 3 arbres qui sont plantés voilà, autour. Maintenant, des fois, il y en a 4, mais logiquement. Et moi, c'est aussi ces carrefours-là, au-delà de toute considération religieuse, mais qui ont encore cette fonction de carrefour symbolique où on quitte un monde pour arriver dans un autre monde. Et peut-être plus qu'avec... Alors, je le fais beaucoup avec des enfants et avec des seniors, c'est de marquer un petit peu comme ça ces carrefours, les zones de lisière aussi, quand on quitte un milieu très ouvert et puis qu'on va entrer en forêt. C'est pas anodin. Il y a besoin de marquer un petit peu, de prévenir que le milieu va être différent. Et nous, accompagnateurs de ces moments-là, enfin, de savoir que peut-être il va y avoir des moments d'angoisse. J'ai travaillé, moi, avec des personnes qui... Alors, c'était des personnes en insertion, plutôt des... Alors, c'était des seniors, finalement, puisqu'ils avaient tous plus de 50 ans, éloignés de l'emploi, dispositif d'insertion financé par le Conseil général, où j'étais animatrice jardin. Et on allait chercher, un jour on est allé en forêt pour chercher du noisetier. Le garde forestier m'avait autorisé dans certains coins qu'elle allait couper à récolter du noisetier pour faire, vous savez, des plessis dans notre jardin, pour faire des barrières. Et à un moment donné, le groupe avec lequel j'étais, ils avançaient plus. Voilà. Il y avait un truc, c'était impossible, ils avançaient plus, là, comme un âne qui est un peu têtu, qui avance plus. Et puis je leur dis, mais pourquoi, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Il y a encore plein de noisetiers à récolter, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, on voyait plus le parking et les voitures. Donc symboliquement, la partie anthropisée, voilà notre partie anthropisée, le parking qui pouvait représenter un village, il n'était plus là. Bon, si mon objet avait été de travailler avec ces personnes-là pour les amener on va dire, se réapproprier le sauvage, j'aurais fait. Là, c'était des personnes fragilisées aussi, des personnes en insertion, avec des personnes qui souffraient d'addiction, de pathologies, qui les empêchaient de l'accès au travail. Donc, ça sert à rien de rajouter de l'anxiété à l'anxiété. Donc, on a rebroussé chemin, hein, mais c'est important, ces passages symboliques avec des personnes qui peuvent être désorientées psychiquement. T'as vu, comme vous posez pas de questions, j'apporte toujours des Il y a compléments, une hein. question dans le chat d'Isabelle Launay qui demande quel est le nom de l'autre personne qui enregistre des sons de nature et chants d'oiseaux, en plus de François de Roussen. Alors, c'est Fernand Desroussen, Ah, voilà, et l'autre, c'est Jean-Claude Rocher, qui est mort il y a quelques années, 2, 3 ans là, et qui était vraiment beaucoup des premiers enregistrements de chants d'oiseaux qui étaient sur vinyle, puis sur cassette, avant d'être sur CD et de se retrouver en dématérialisé en streaming. Voilà, il était vraiment réputé pour ça, et les ornithologues étaient... Donc Rocher, ça doit s'écrire E accent aigu à la fin, pas comme un rocher, Jean-Claude Rocher. Mais c'est bien d'aller de ces côtés-là, surtout si on a cette approche naturaliste pour pas seulement. Moi, j'ai pas seulement envie de montrer que ce soit un décor ou simplement une ambiance pour une ambiance, comme dans certains ascenseurs ou comme quand on téléphone et qu'on attend des heures. L'idée, c'est pas cette ambiance. Donc, je préfère travailler avec des chants d'oiseaux de nos régions
Voilà, justement, pour Monique, le coucou, ça lui rappelait quelque chose. Si j'avais choisi, parce qu'il en existe aussi une ambiance sonore avec des oiseaux des États-Unis ou de la savane, bon, ça serait un autre projet. Mais à moins que Monique ait vécu là-bas, ça n'aurait pas été un environnement qui lui est familier, hein, donc de travailler plutôt sur des environnements sonores familiers. Donc Jean-Claude Rocher, Fernand Desroussen, il va dans d'autres pays, hein. Enfin, de toute façon, c'est classé souvent, c'est oiseaux d'Europe, oiseaux de la forêt boréale, oiseaux de la savane. Donc on peut cibler, choisir. Ça marche, merci. On a encore le temps pour une question, si besoin. Et puis sinon, Juliette nous partagera son PowerPoint. Donc moi, je vous le renverrai par mail. Et puis avec le lien de la visio, si des fois vous voulez revoir ou diffuser. Plus de réactions. Moi, je reste disponible aussi, c'est-à-dire que là, il n'y a pas mes coordonnées, mais comme je travaille à Je- mon compte et que je communique beaucoup sur Internet, les réseaux sociaux, vous pouvez trouver les infos. Voilà, vous tapez mon nom dans un moteur de recherche et assez rapidement, vous aurez mes coordonnées. Si vous voulez, voilà, dans 3 semaines, ça fait écho, vous voulez me reposer une question ou quoi, je, c'est le je, service après-vente. Ça marche, je partagerai les coordonnées. Et il y a une dernière question, des idées de livres de contes. Des idées de livres de contes. Soit on fait une entrée par le répertoire des contes régionaux. C'est-à-dire que dans les années 70, il y a eu un grand temps de folklore en France où on est allé recollecter des contes. Là, il y a des contes alors qui sont pas forcément thématisés nature. Sinon, il y a les éditions S, H-E-2-S-E, qui ont sorti des anthologies où il y a les contes de l'ours, les contes du renard, les contes de la grenouille. Il y a, pour les enfants, il y a 1000 ans de contes aussi, notamment avec Louis Espinassou, qui est un conteur pyrénéen et qui est animateur nature pyrénéen, formateur de bergers. Donc il y a des contes aussi qui se prêtent vraiment à être racontés dehors. Donc Louis Espinassou, les éditions S. Et alors il y a une autre maison d'édition. On peut aller voir aussi du côté de Henri Gougaud, voilà, qui était conteur, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps aussi, qui peut avoir des contes thématiques. Mais alors même des contes, hier, j'ai commencé, je faisais un atelier d'argile, alors avec des enfants, mais j'aurais fait pareil avec, je vais le faire prochainement avec des seniors et je ferai de même, je pense, où j'ai commencé là par un conte des Indiens d'Amérique du Nord, mais je l'avais choisi parce que c'était toute la question de la symbolique à la terre et à l'argile qu'on modèle, et puis voilà, qui a un côté un petit peu originel. On modèle l'argile, et c'est comme ça que les chevaux sont arrivés sur Terre, parce qu'un jour, un petit garçon a modelé un cheval en argile. Donc, tout ce côté-là aussi des répertoires de contes, des contes du monde et leur lien à la nature. Parfait. Eh bien, il est l'heure de vous quitter. Merci beaucoup, Juliette, pour le temps accordé et puis pour la qualité de la présentation. J'ai l'impression que ça a beaucoup plu, en tout cas avec les retours qu'on a eus dans le chat. Vous serez informé des prochaines visios si la thématique de la nature et la santé pour tous vous intéresse. Donc, vous pourrez vous inscrire pour les prochaines visios, il n'y a aucun souci. Et puis, bah, merci à tous d'avoir participé à cette conférence et je vous dis à une prochaine fois avec plaisir. Et encore merci à Juliette. Bonne Merci journée beaucoup à à tout le monde tous. pour votre Au attention. revoir. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir.